La monnaie est au cœur de nos économies. Elle en est le fluide qui permet les échanges des biens et des services. Les biens, ce sont les objets physiques qui ont un prix, comme de la nourriture, des outils, de l'immobilier, des objets de la vie courante, des véhicules, de l'électronique. Un service, c'est du temps que l'on consacre à réaliser quelque chose contre une rémunération. Les architectes, les médecins, les garagistes, les peintres, les avocats, les comptables vendent de leur temps, sous la forme de services. Les biens et les services sont achetés avec de la monnaie. Savoir qui crée la monnaie est donc indispensable pour comprendre comment le monde fonctionne. La monnaie prend plusieurs formes, qu'il faut bien distinguer. Sans la connaissance des diverses formes de monnaie et les mécanismes qu'elles impliquent, il est impossible de comprendre le système monétaire et bancaire, et plus globalement l'économie. Il y a la monnaie sous la forme de billets et de pièces de monnaie. On l'appelle la monnaie centrale corporelle. C'est celle que vous pouvez retirer au guichet ou au distributeur automatique de billets de votre banque. On peut la toucher, on peut partir avec, on peut physiquement la détruire. On l'appelle aussi monnaie manuelle, liquide ou espèce. Elle est fabriquée par la Banque centrale. En dehors de la Banque centrale, personne n'a le droit de fabriquer des billets et des pièces de monnaie. La Banque centrale est une institution missionnée par l'État, ou les États d'une zone monétaire, pour fabriquer les billets et les pièces de monnaie. Elle a aussi pour mission de favoriser le bon fonctionnement de l'économie. Son but n'est pas de faire des profits, mais d'appliquer la politique monétaire. En France, comme pour l'ensemble des pays de la zone euro, la Banque centrale est la BCE, ou Banque centrale européenne. La BCE gère une monnaie nommée euro. Et puis il y a un autre type de monnaie, beaucoup moins connu. C'est la monnaie qui est sur votre compte en banque, appelée monnaie scripturale. Cette monnaie n'existe que sous la forme de chiffres dans les systèmes informatiques de comptabilité des banques commerciales privées. On l'appelle aussi monnaie secondaire. Les banques commerciales privées, appelées aussi banques de second rang ou banques secondaires, sont les banques des particuliers et des entreprises, comme la BNP, le Crédit Agricole ou la Société Générale. Ce sont des entreprises privées dont le but est le profit. Les banques commerciales privées sont les distributeurs des billets et pièces de monnaie. Ce sont des intermédiaires, des commerçants, qui font le commerce de la monnaie centrale. Elles ont développé un substitut à cette monnaie, qui est la monnaie secondaire ou monnaie scripturale privée. Elles réalisent la gestion des moyens de paiement tels que les chèques, les cartes bancaires, les virements et les prélèvements. Pour comprendre l'origine des différentes formes de monnaie, il faut comprendre pourquoi la monnaie a été créée et parcourir son histoire de l'Antiquité à nos jours. L'histoire de la monnaie s'étale sur des milliers d'années. La plupart des gens pensent que la monnaie remplace le troc. Le troc est le fait d'échanger un bien contre un autre. Par exemple, lorsque Paul et Jacques se rencontrent, Paul voudrait échanger 5 salades contre 10 kilos de pommes de terre. Sauf que si Jacques n'accepte pas de salade en échange de ses pommes de terre, il accepterait quelque chose d'autre, une denrée dont tout le monde a besoin. La monnaie serait apparue spontanément par la sélection de marchandises parmi les plus pratiques et les plus recherchées pour ces échanges immédiats. Dans un premier temps, le riz, l'avoine ou les animaux auraient été utilisés comme monnaie jusqu'à l'apparition de monnaies métalliques, d'or ou d'argent, forme ultime de monnaie. Le crédit ne serait apparu que plus tard quand de la monnaie fut accumulée pour être prêtée à ceux qui en avaient besoin. Malheureusement, cette hypothèse n'a strictement aucune réalité historique. Les historiens ne cessent de le répéter. Ce n'est pas le troc qui apparut en premier, mais le crédit, c'est-à-dire la comptabilité des dettes, bien avant l'apparition de la monnaie. Le troc n'a pour ainsi dire quasiment jamais existé. Imaginons des paysans de l'Antiquité. Paul produit des salades qu'il récolte au printemps,
et Jacques produit des pommes de terre qu'il récolte à l'automne. Jacques va emprunter 5 salades à Paul au printemps. Jacques doit l'équivalent de 5 salades à Paul. Ce n'est qu'à l'automne, 6 mois plus tard, que Jacques va le rembourser en lui donnant 10 kilos de pommes de terre. C'est la confiance qui permet ces échanges différés. On peut dire que Paul et Jacques se font confiance. Ils partagent un même principe moral qui est qu'une dette doit être honorée. Cela leur permet de se faire crédit. Quand Jacques demande des salades à Paul, il se sent redevable envers Paul. Jacques ne sera libre que quand il aura remboursé Paul des jours, des mois, des années plus tard, car il a une dette envers lui. Les hommes pouvaient se prêter des outils, des animaux, s'échanger des biens, mais aussi des services. Au-delà d'un certain volume d'échanges, la parole donnée ne suffit plus à garantir la confiance, il faut consigner par écrit. On invente l'écriture. Alors il faut apprendre à lire, écrire et compter. On invente l'école. Il faut aussi avoir confiance dans la quantité, mesurer ce que l'on échange. On invente les étalons et la métrologie. Enfin, il faut aussi avoir un arbitre en cas de litige. On invente les tribunaux. Les communautés prenaient une unité de compte virtuelle, ou un étalon, pour donner un prix aux biens et aux services qu'ils s'échangeaient. Si 5 salades valaient 10 unités de compte, alors quand Paul donnait 5 salades à Jacques, il lui devait 10 unités de compte. On a retrouvé nombre d'objets servant de registre de dette. Des bâtons, des boules d'argile, des papyrus, des bouts de tissu, des figurines. Parmi les plus anciens registres figurent des centaines de milliers de tablettes d'argile de l'époque sumérienne, où étaient tenus des comptes et consignés des dettes. Ces tablettes étaient gérées par des temples proches des marchés. Personne ne pouvait empêcher les hommes de se faire crédit. Les unités de compte nécessaires à donner un prix à ce qui s'échangeait n'étaient qu'indicatives. Il n'est pas nécessaire de se procurer ou d'acheter des centimètres à chaque fois que l'on mesure ce que l'on prête à autrui. Durant plusieurs milliers d'années, il n'y avait pas de monnaie, juste la comptabilité des dettes des uns et des autres et des communautés entre elles. Ce n'est que beaucoup plus tard, environ 700 ans avant Jésus-Christ, que des souverains ou des castes régnantes ont imposé l'usage de monnaie comme moyen d'échange, sous la forme d'un objet dont ils s'attribuaient l'exclusivité de la production. Ils émettaient la monnaie, généralement des pièces d'or, d'argent ou de cuivre, payaient leurs soldats avec, et menaient des guerres pour conquérir de nouveaux territoires. Pour se procurer nourriture et équipement, les soldats imposaient par la force aux paysans et aux marchands cette monnaie comme paiement. Le pouvoir récupérait ensuite de cette monnaie lors de la perception des impôts. Comme tout le monde devait disposer de monnaie pour payer les impôts, elle devenait rapidement la monnaie officielle. Elle était acceptée comme paiement et elle se diffusait dans la communauté. Le pouvoir pouvait donc acheter nourriture, marchandises et richesses grâce à la monnaie qu'il produisait lui-même. Tant que l'on avait une dette, on n'était pas libre. On risquait de devenir l'esclave de son créancier ou d'être emprisonné si on ne s'acquittait pas de l'impôt. C'est la servitude pour dette. Et c'est pour ça qu'une monnaie employable pour payer une dette ou un impôt a un pouvoir libératoire. La monnaie a donc été créée par des castes régnantes, des souverains, pour extorquer une partie de la production des populations, vivre et s'enrichir sans travailler. C'est par ce principe que des empires se sont bâtis. Historiquement, le troc n'était pratiqué que durant les périodes de chaos et de conflits, lorsque la monnaie venait à manquer. Au Moyen Âge, avec le développement du commerce, les métaux précieux comme l'or ou l'argent étaient devenus une monnaie internationale. Il était risqué de posséder et transporter ces métaux précieux. On risquait de se les faire dérober. À partir du XVIIe siècle, les marchands de Londres et de Stockholm commencèrent à confier la garde de leurs métaux précieux aux orfèvres, les négociants en métaux précieux. En échange, les orfèvres leur donnaient un reçu, un certificat de dépôt nominatif qui permettait à son détenteur de récupérer à tout moment son métal précieux. Lors des retraits,
les orfèvres demandaient une petite somme pour le service de stockage rendu. Les boutiques des orfèvres devinrent des coffres fort bien gardés. Puis ces certificats sont devenus non nominatifs. Il était simplement inscrit dessus le poids de métal précieux qu'ils représentaient. Les marchands se mirent à se payer non pas en métal précieux, mais avec ces certificats. La monnaie papier était née. Les orfèvres constataient que les marchands laissaient leurs métaux précieux dans leurs coffres. Ils eurent donc l'idée de prêter ces métaux précieux à d'autres marchands pour développer leur commerce. Mais plutôt que de prêter les métaux précieux entreposés dans leurs coffres, les orfèvres émettaient des certificats papier. Quand les marchands remboursaient leurs dettes, ils rendaient les certificats et versaient un intérêt. Les orfèvres se mirent à imprimer bien plus de certificats que de métaux précieux disponibles dans leurs coffres. Cette pratique leur permit de s'enrichir en multipliant les intérêts perçus. Quand les certificats étaient rendus aux orfèvres, ils étaient détruits. Comme le papier monnaie échangeable contre des métaux précieux était accepté par les marchands comme paiement, les orfèvres pouvaient en imprimer pour leurs propres dépenses et achats. Tant que les emprunteurs et déposants ne venaient pas tous au même moment demander l'échange de leurs certificats contre l'équivalent en métal précieux, leur petit tour de magie pour s'enrichir restait secret. Aujourd'hui, les métaux précieux sont remplacés par la monnaie centrale. Avec l'avènement de la République et de la démocratie, c'est l'appareil législatif qui rédige la loi au nom du peuple, et l'État, la nation, fait fabriquer sa propre monnaie par la Banque centrale. La loi dit que tout citoyen est obligé d'accepter non pas des métaux précieux, mais de la monnaie de l'État comme règlement d'une dette. C'est ce qui donne son cours légal à la monnaie de l'État. Cette monnaie est dite fiduciaire, du latin fiducia, qui veut dire confiance. Sa valeur est liée à l'assurance qu'on peut échanger des biens et services avec cette monnaie. Rappelez-vous, quand un marchand déposait des métaux précieux chez l'orfèvre, il lui donnait l'équivalent en certificat de dépôt. Plus tard, le marchand pouvait retourner chez l'orfèvre et récupérer ses métaux précieux contre ses certificats. Aujourd'hui, quand le client d'une banque dépose des billets sur son compte, la banque le crédite. Il lui est possible de les retirer de son compte plus tard. La monnaie secondaire, ou monnaie scripturale privée, est l'équivalent des certificats de dépôt des orfèvres. Tout comme le certificat de l'orfèvre est une reconnaissance de dette de l'orfèvre envers le marchand, un compte bancaire est une dette en monnaie centrale de la banque envers son client. Du temps des orfèvres, quand les marchands se payaient en métaux précieux, c'est comme lorsqu'aujourd'hui, on paie les commerçants avec de la monnaie centrale, des billets de banque. Ensuite, quand les marchands se payaient avec des certificats de dépôt de l'orfèvre, c'est comme lorsqu'aujourd'hui, on paie un commerçant par un transfert de monnaie scripturale de notre compte bancaire à celui du commerçant. Rappelez-vous aussi que quand l'orfèvre faisait crédit, qu'il prêtait des métaux précieux, il émettait bien plus de certificats de dépôt que de métaux précieux disponibles dans ses coffres. Quand les marchands le remboursaient, il détruisait ces certificats. C'est la même chose aujourd'hui avec la monnaie scripturale privée. Quand une banque accorde un crédit, elle crée de la monnaie scripturale sur un compte à partir de rien. Et elle en crée bien plus qu'elle ne dispose de monnaie centrale dans ses coffres. Et quand son client rembourse son crédit, elle détruit la monnaie scripturale. C'est ce qu'on appelle la création monétaire et la destruction monétaire. La monnaie scripturale étant acceptée comme paiement,
les banques peuvent aussi créer de la monnaie à partir de rien pour couvrir leurs dépenses et leurs achats. Les banques ont la possibilité de se faire crédit à elles-mêmes. On dit que les banques monétisent leurs dépenses. La monnaie centrale donne l'illusion au peuple que c'est l'État qui émet la monnaie, alors qu'en réalité, ce sont les banques commerciales privées qui ont ce privilège. Sans création monétaire par le crédit par les banques commerciales, il n'y aurait quasiment pas de monnaie en circulation. Les banques et les États sont comme les deux faces d'une même pièce. En effet, il faut d'abord que de la monnaie ait été créée par le crédit bancaire pour que l'État puisse en prélever par les impôts et les taxes. Et les banques ont besoin des États pour établir une législation protégeant ce privilège et faire appliquer cette législation par la justice et les forces de l'ordre. Récapitulons. La monnaie scripturale privée est créée par les crédits, à partir de rien. Cette monnaie est détruite lors du remboursement des crédits. Ceci sous-entend une création-destruction simultanée et concurrente qui détermine une masse de monnaie scripturale privée en circulation, que l'on appelle masse monétaire. C'est similaire à la population d'un pays qui varie en fonction des décès et des naissances. Trois citoyens et un banquier échouent sur une île déserte au beau milieu de l'océan. Ils s'organisent et décident de créer leur propre monnaie, qu'ils appellent euro. Le banquier fonde l'unique banque commerciale privée de l'île. Comme cette banque est nouvelle, les trois citoyens n'ont rien sur leur compte. Ils ne peuvent pas s'échanger et se vendre ce qu'ils produisent. Ils ont bien des marchandises à se vendre, mais aucune monnaie pour les payer. Pour disposer de moyens de paiement, chaque citoyen va faire un crédit de 10 €, remboursable en 11 mois. Chaque citoyen devra rembourser 10 € de capital, plus 1 € d'intérêt. Lorsque le banquier leur accorde le crédit, il crée 10 € à partir de rien sur chaque compte. Le premier mois, la masse monétaire est de 30 €. Les citoyens disposent de monnaie pour s'échanger ce qu'ils produisent. À la fin du premier mois, les citoyens commencent à rembourser leur crédit. Le banquier prélève 1 € d'intérêt, qu'il utilise pour acheter des marchandises aux citoyens. La masse monétaire reste de 30 €. À l'issue du deuxième mois, le banquier efface 1 € du compte de chaque citoyen. Il reste 27 € en circulation. À l'issue du troisième mois, le banquier efface à nouveau 1 € du compte de chaque citoyen. Il reste 24 € en circulation. De mois en mois, la situation devient un peu plus compliquée, car la masse monétaire ne cesse de baisser. Les citoyens se retrouvent en concurrence pour capter l'argent. À l'issue du 11e mois, après une farouche concurrence entre les trois citoyens pour capter la monnaie restante, leurs comptes sont vides, car tout le monde a remboursé exactement ce qu'il avait emprunté à la banque. Plus rien ne peut être ni acheté ni vendu. C'est la crise économique. Le banquier réunit les citoyens et leur dit « Pour résoudre cette situation, c'est très simple. Vous n'avez qu'à m'emprunter à nouveau de l'argent. » Les citoyens acceptent. Ils font tous à nouveau un crédit de 10 €. À la fin du premier mois, le banquier prélève 1 € d'intérêt, qu'il garde pour lui car il a tout ce qu'il lui faut. Au fil des mois, le banquier supprime les euros correspondant au remboursement des crédits. Comme les intérêts n'ont pas été dépensés par le banquier, c'est au bout du 10e mois seulement que les comptes des trois citoyens sont vides. Il n'y a plus de monnaie en circulation, et pourtant il manque 3 € pour rembourser la totalité de leur crédit. Le banquier réunit les citoyens et leur dit « Il y a une manière très simple de repousser le moment où vous serez à zéro sur vos comptes. Vous n'avez qu'à m'emprunter régulièrement de l'argent, bien avant que la masse monétaire ne baisse trop et que l'économie ne s'arrête.
Et pour compenser les intérêts que je ne dépense pas, il vous suffit de m'emprunter à chaque fois quelques euros de plus. Les citoyens acceptent. Désormais, ils sont en permanence endettés, sinon la monnaie disparaît et l'économie s'arrête. Ils appellent cela la croissance. Mais comme ils sont endettés, ils se mettent à produire toujours plus pour rembourser le banquier, bien au-delà de leurs besoins réels. Ils ne produisent pas pour avoir de quoi se vêtir, se nourrir ou se loger. Ils produisent pour avoir l'argent nécessaire pour rembourser leurs crédits. L'argent est devenu le moteur de leur vie, et non ce dont ils ont besoin pour vivre. Ce système permet au banquier de ne rien produire. Il passe son temps à gérer ses comptes, à créer de la monnaie puis à la détruire. Avec la monnaie qu'il fabrique, il achète ce dont il a besoin aux citoyens. Rapidement, les ressources naturelles de l'île viennent à manquer. Il n'y a plus de bois, plus de gibier, plus d'eau, plus de terre pour produire toujours plus. La croissance a épuisé les ressources naturelles et détruit l'environnement. Cette petite histoire met en valeur de réalités tout à fait surprenantes. D'une part, les sommes dues aux banques sont globalement supérieures aux sommes disponibles pour les rembourser. D'autre part, si tout le monde remboursait ses dettes, il n'y aurait quasiment plus de monnaie en circulation dans le monde. Tous les comptes seraient vides, tous les billets et pièces de monnaie disparaîtraient. Le système monétaire fonctionne comme un système pyramidal. Pour payer les crédits en cours de remboursement, il faut que de nouveaux crédits soient accordés. Sinon, la monnaie se raréfie et certains emprunteurs sont dans l'incapacité de rembourser leurs crédits. Aujourd'hui, la planète n'est plus capable de se régénérer. L'humanité tout entière est en train de se confronter aux limites de la Terre elle-même et manque de ressources naturelles. Toute croissance économique nécessite beaucoup de matières premières et d'énergie. Or, les ressources de la planète sont limitées. Certaines organisations militent pour qu'une nouvelle approche économique et sociale émerge, pour que nous soyons respectueux de notre environnement et sortons d'une logique de compétition, de surconsommation et de conflit. Certains font la promotion de la décroissance. La décroissance permettrait l'équilibre de l'activité humaine et les ressources de la planète. Mais la décroissance sous-entend une réduction permanente de la demande de crédit, donc une contraction de la masse monétaire qui déboucherait rapidement sur une crise économique majeure. En réalité, les nations sont les esclaves de l'impérieuse nécessité d'une dette perpétuelle pour disposer de monnaie, donc d'une croissance soutenue, impliquant une consommation en progression constante. S'il n'y a plus d'anticipation de revenus futurs, il n'y a plus de crédit, donc la monnaie disparaît, l'État ne peut plus fonctionner et l'économie s'arrête. La monnaie en circulation est créée par les banques contre intérêt lorsqu'elles accordent des crédits et détruite lors du remboursement des crédits. Ce cycle monétaire garantit aux banques une rente perpétuelle. Les créanciers sont les banques et le secteur financier, et les débiteurs sont le reste du monde. Notre système économique n'est en rien libéral, puisque nous sommes dépendants des banques pour réaliser le moindre échange économique. Nous ne sommes pas libres de ne pas être endettés. La rareté de la monnaie organise la concurrence entre les individus, entre les entreprises, entre les nations. Les banques créent la monnaie en fonction de leurs propres intérêts et non en fonction de l'intérêt général. Les conflits armés sont plus lucratifs que la diplomatie. La concurrence, plus dépensière que la coopération. La spéculation plus rentable que le social. Si les banques pouvaient nous vendre l'air que l'on respire, elles le feraient. Pour certains philosophes des siècles passés, voici l'ordre naturel des choses.
Le divin représente l'ordre supérieur. L'ordre moral est guidé par le divin, par le sacré. L'ordre politique est guidé, lui, par la morale. Et la finance, elle, est au service de l'ordre politique. Mais si la monnaie n'est plus le reflet des échanges économiques de ceux qui créent les richesses réelles, mais le moyen par lequel ces richesses réelles sont échangées, l'argent devient le maître du monde. Une inversion des ordres s'opère. Le divin est remplacé par l'argent. N'a de valeur que ce qui a un prix. Les marchés font office de morale. Rien ne doit enfreindre les lois du marché, bénéfiques pour l'humanité. La finance est au service des marchés. Les financiers sont les nouveaux prophètes, ils défendent l'immanente main invisible. La politique et l'État sont au service de la finance, car ils en sont dépendants. Ils sont forcés de défendre les intérêts de la finance au détriment de ceux des peuples. Frédéric Bastiat, économiste politique au XIXe siècle, disait ceci. Quand le pillage devient un moyen d'existence pour un groupe d'hommes qui vit au sein de la société, ce groupe finit par créer pour lui-même tout un système juridique qui autorise le pillage et un code moral qui le glorifie. Récapitulons. Voici les points importants qu'il faut retenir. Avant l'invention de la monnaie, les systèmes de comptabilité des dettes permettaient aux hommes d'échanger librement des biens et des services. Il était simplement noté ce qui était donné ou les services rendus, à qui et quand, de sorte à s'assurer que chacun donnait autant qu'il recevait. Les hommes se faisaient confiance, c'est ce qui leur permettait de se faire crédit. C'est environ 700 ans avant Jésus-Christ que la monnaie a été créée comme un outil de domination au service de souverains ou d'États. Le souverain payait ses soldats avec une monnaie qu'il fabriquait lui-même. Les soldats forçaient les paysans à accepter cette monnaie comme paiement. Le souverain s'assurait que personne d'autre ne produisait cette monnaie. Les faux monnayeurs étaient sévèrement punis. Le souverain levait ensuite un impôt dans sa propre monnaie. Les paysans étaient donc obligés de se procurer de la monnaie du souverain pour payer leurs impôts et éviter de finir esclaves, emprisonnés ou pendus. La monnaie permettait donc au souverain de payer son armée, de maintenir l'ordre par la violence et d'extorquer des biens et services à ses sujets. Dès lors, le terme de dette a été progressivement dévoyé. On disait que ceux qui ne payaient pas leurs impôts avaient une dette envers le souverain. C'est faux. Pour qu'un sujet ait une dette envers le souverain, il aurait fallu que le souverain lui ait d'abord donné quelque chose de valeur. Or, le souverain exigeait avec violence et sans contrepartie de la monnaie qu'il était le seul à fabriquer. Le mythe de la monnaie remplaçant le troc masque le fait que celui qui a le pouvoir de créer la monnaie peut s'approprier le travail d'autrui sans contrepartie. De nos jours, les institutions qui créent la monnaie sont les banques commerciales privées dont le but est le profit. Elles créent la monnaie lorsqu'elles accordent des crédits, et elles détruisent la monnaie lorsque les emprunteurs remboursent leurs crédits. En fonction de leur bilan, les banques créent aussi de la monnaie à partir de rien pour leurs propres dépenses. Quand, par exemple, on demande du pain à quelqu'un, il est bien normal de le lui rendre plus tard. On a une dette envers cette personne. C'est la morale qui nous dicte ce comportement, à juste titre. Mais quand une banque fait crédit, elle ne prête pas l'argent qu'elle possède. Elle le crée à partir de rien. Quand un emprunteur est endetté vis-à-vis d'une banque, la banque ne lui a rien donné. Elle exige pourtant qu'on lui rende quelque chose qu'elle ne possédait pas avant d'accorder le crédit, majoré d'un intérêt pour le service rendu. C'est parce que la loi protège ce privilège qu'elles peuvent contraindre les emprunteurs à rembourser leur crédit,
quitte à saisir leurs biens et à les envoyer en prison. Il s'agit là d'un rapport de force. Les soi-disant dettes issues des crédits bancaires sont un moyen par lequel les banques extorquent une partie de notre travail contre une création de monnaie temporaire. En associant la notion de dette avec le crédit bancaire, cette pratique a été moralisée et donc normalisée. La monnaie centrale donne l'illusion que c'est l'État qui crée la monnaie. Or, la monnaie centrale est fabriquée à la demande des banques commerciales privées lorsque des actifs détenus par celles-ci sont monétisés par la banque centrale. En réalité, ce sont bien les banques commerciales privées qui fabriquent et louent la monnaie que nous utilisons tous au quotidien. La monnaie en circulation est créée par le crédit bancaire, puis détruite lors du remboursement des crédits. De ce fait, si tout le monde remboursait ses dettes, il n'y aurait plus de monnaie en circulation, tous les comptes en banque seraient vides, et les billets et pièces de monnaie disparaîtraient. La création monétaire par le crédit et la destruction monétaire lors du remboursement des crédits déterminent une masse monétaire. La variation de la masse monétaire est similaire aux variations de la population d'un pays en fonction des naissances et des décès. Quand la masse monétaire diminue parce qu'il n'y a pas assez de crédits accordés par les banques commerciales privées, il y a moins d'argent en circulation dans l'économie, car la monnaie est détruite par le remboursement des crédits en cours. Chômage, pauvreté, précarité, faillite d'entreprises et endettement des États se développent rapidement. Dans un tel système, la croissance est vitale pour l'économie. Les entreprises, les particuliers et les États s'endettent auprès du système bancaire pour assurer une augmentation constante et exponentielle de la masse monétaire. S'ils n'empruntent plus, ou que les banques n'accordent plus de crédit, comme c'est le cas depuis la crise financière de 2008, la monnaie disparaît à cause de la destruction monétaire et une grave crise économique survient rapidement. Sans dette, il n'y a pas de monnaie. Sans monnaie, il n'y a pas d'économie, les nations ne peuvent pas s'échanger ce qu'elles produisent. Donc sans dette, il n'y a pas d'économie. Ce système oblige l'ensemble de la société, des États, des nations, à être perpétuellement endettés et donc à enrichir les banquiers et la finance simplement pour disposer de monnaie pour leurs échanges économiques. C'est par ce principe que le système bancaire a servi le monde économique à son profit, sans contrepartie productive. Chaque crédit sert à acheter une maison, une voiture, une télévision, et induit la consommation d'énergie et de matières premières pour leur fabrication. La nécessité de toujours plus de crédit provoque la destruction de l'environnement, le pillage des ressources de la planète, la surproduction, la concurrence et le consumérisme. Tant que chaque unité de monnaie, chaque euro, sera issu d'un crédit bancaire, les banques gouverneront le monde et l'humanité pillera la planète et détruira l'environnement pour enrichir l'oligarchie financière. Imaginons ce que serait la monnaie du futur. Imaginons un micro-pays avec deux citoyens. Paul et Jacques se rencontrent. Leurs comptes sont à zéro. Paul a fabriqué une chaise. Il la vend à Jacques 10 unités de compte. Jacques a alors moins 10 sur son compte et Paul a plus 10. Paul peut convertir 5 unités de compte en monnaie manuelle, en billets de banque. Ainsi, tant qu'ils sont dans leurs débits autorisés, personne ne peut empêcher Paul et Jacques de s'échanger ce qu'ils produisent. Leur débit autorisé est calculé en fonction de leurs actifs et de leur solvabilité, et représente le risque financier que doit assumer la société tout entière. La monnaie du futur est un jeu à somme nulle. Dans le futur, la monnaie sera représentative des échanges économiques réalisés, et non ce qui les permet.
Aujourd'hui, la monnaie ne fonctionne pas du tout comme ça. Ajoutons dans ce micro-pays une banque. Pour acheter la chaise de Paul, Jacques va emprunter à la banque les 10 € nécessaires pour la payer. Jacques devra rembourser ces 10 € à la banque et verser en plus 1 € d'intérêt qui n'existe pas. Après la transaction, Paul possède bien les 10 € nécessaires à rembourser la banque et il faudra bien que Jacques les récupère d'une manière ou d'une autre pour rembourser son crédit. Il devra vendre son temps ou fabriquer des choses à vendre pour récupérer les euros pour rembourser son crédit. Mais les 1 € d'intérêt n'existeront qu'à partir du moment où un nouveau crédit aura été demandé à la banque. On comprend donc plusieurs réalités. Paul et Jacques sont dépendants de la volonté de la banque d'accorder ou non le crédit pour s'échanger ce qu'ils produisent. Ils sont obligés malgré eux d'enrichir la banque en achetant de la monnaie temporaire, qui sera détruite lors du remboursement des crédits. Le remboursement des intérêts oblige Paul et Jacques à perpétuellement emprunter à la banque pour pouvoir la rembourser. Ce système crée artificiellement un manque permanent de moyens de paiement qui débouche sur une concurrence accrue pour capter la monnaie en circulation. Paul et Jacques ont avant tout le problème de se procurer de la monnaie pour vivre. Il faut bien distinguer ce qui est au service de l'intérêt général et ce qui est au service d'intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est l'intérêt du plus grand nombre, des nations dans leur ensemble. Les intérêts particuliers sont ceux des oligarques, des riches, des gens de pouvoir, des actionnaires, c'est-à-dire une minorité de personnes dans la société et à travers le monde. Prenons la monnaie. La monnaie sert des intérêts particuliers. Elle sert les intérêts de ceux qui la fabriquent, c'est-à-dire les banques commerciales privées et la finance, dont le but est l'enrichissement. La monnaie existe parce qu'il y a ce qu'on appelle des dettes. Ces dettes ne servent que des intérêts particuliers. La bourse et la spéculation, les marchés financiers, représentent très majoritairement des intérêts particuliers. La rémunération de l'épargne et des comptes courants des déposants, de l'homme de la rue, est marginale en comparaison des bénéfices engrangés par l'industrie financière. Le système politique, qui est censé défendre l'intérêt général, est forcé de protéger les privilèges des banques, des corporations et de la finance. Depuis les Lumières et la Révolution française, les régimes politiques basés sur l'élection de représentants ont été voulus parce qu'ils sont antidémocratiques. Ils permettent de défendre les intérêts de la classe supérieure et des élites par l'établissement de collusions toujours plus fortes entre la classe politique et les oligarchies financières et capitalistiques dont ils sont dépendants. La guerre est souvent financée par les riches et les banquiers. Seules des révolutions, des rébellions ou des révoltes se veulent véritablement au service de ceux qui les mènent. Les guerres, elles, ne servent que rarement l'intérêt général. La science, l'environnement, la santé, l'éducation, le progrès technique sont au service de l'intérêt général. En réalité, avec la privatisation de l'ensemble de ces domaines, ils sont de plus en plus au service d'intérêts particuliers afin d'en tirer le maximum de profit. Pour s'opposer à ce mouvement mondialiste néolibéral consistant à privatiser et financiariser l'ensemble de l'économie, nous devons exiger 3 choses sans lesquelles rien ne changera. Premier point. Remettre la création monétaire au service de l'intérêt général. Tant que ce sont les banques qui décident ce qui mérite d'être ou de ne pas être financé en fonction de leurs propres intérêts, le pouvoir politique et le libéralisme ne sont qu'illusions. Les banques ne sont pas là pour faire du social ou de l'investissement. Elles sont là pour faire des profits en prenant le moins de risques possible. Deuxième point. La création monétaire par le crédit à intérêt et la destruction monétaire lors du remboursement des crédits forment un système pyramidal obligeant l'humanité à détruire la planète pour le seul profit de la finance. Nous devons mettre en place un système monétaire permettant d'adapter notre niveau de vie aux ressources de la planète et garantir ainsi un environnement viable aux générations futures.
Troisième point, instaurer un système politique réellement démocratique. Seule une véritable démocratie permettra de garantir que les deux premiers points sont durablement défendus. Contrairement à ce que les élites veulent nous faire croire, des peuples éclairés sont tout à fait à même d'établir une politique qui défend leurs propres intérêts et les intérêts des générations futures. Ces trois points sont intimement liés. Sans une monnaie réellement publique, le lobby bancaire aura toujours la capacité de faire plier les gouvernements et changer les institutions. Un régime réellement démocratique, où c'est le peuple qui vote lui-même les lois, permet à la nation de s'opposer à toute privatisation de la monnaie et est la garante du maintien de la finance au service de l'intérêt général. Une création monétaire publique et l'instauration d'une véritable démocratie sont indissociables, car l'un est le garant de l'autre. Voici quelques mouvements citoyens dont les propositions permettraient des évolutions majeures de la société. La monnaie permanente, le 100% monnaie ou smart. La monnaie permanente s'oppose à la monnaie d'endettement. Elle remplace la création monétaire privée. Elle permettrait la mise en place d'une politique réellement écologique et sociale. Accompagnée d'une véritable démocratie, elle rend leur souveraineté monétaire aux nations. Les systèmes d'échange locaux. Les CEL sont similaires au système de comptabilité des dettes sans monnaie de l'Antiquité. Ils sont totalement indépendants de l'euro, contrairement aux monnaies locales ou complémentaires. Si une monnaie locale ou complémentaire est créée en échange d'euros donnés à l'organisation qui les gère, elle ne provoque qu'un protectionnisme marchand à petite échelle. Le revenu de base est le dividende universel. Tout en bouleversant les rapports sociaux, il impose de repenser la notion de travail, de justice, et induit une refonte du système monétaire pour être appliqué à grande échelle. Le tirage au sort. Un parlement non élu, mais tiré au sort dans la population est un système par nature démocratique, incorruptible et parfaitement représentatif. Il s'inspire de la démocratie athénienne et des jurys populaires, évite les dérives électoralistes et institue l'impuissance des lobbies. La démocratie directe. Il s'agit de faire voter les lois par référendum. La Suisse, par exemple, par ses votations et son référendum d'initiative populaire contraignant, est très proche d'une démocratie directe. À nous de sensibiliser nos proches, nos concitoyens, nos décideurs, nos élites, sur les fondements du monde d'aujourd'hui, et de faire la promotion de ces alternatives économiques, financières et politiques essentielles au monde de demain.